Bonjour à tous et bienvenue à GynBov qui est le MOOC dédié à l'étude de la gynécologie bovine. Et donc, on est dans le deuxième chapitre ou le deuxième module qui porte sur les affections congénitales du tractus génital de la vache. Donc, dans cette partie et dans ce module, on a vu les anomalies congénitales héréditaires. Et là, dans cette capsule vidéo, on va traiter ensemble donc les affections congénitales, mais cette fois-ci non héréditaires. Donc dans ces anomalies non héréditaires, on va voir principalement l'hermaphrodisme ou l'intersexualité. Ensuite, on va voir la pathologie qui est plus courante, c'est le phri-martinisme. Et ensuite, d'autres malformations congénitales qu'on pourrait rencontrer. Donc, on commence par l'intersexualité ou l'hermaphrodisme. Donc, comme définition, un individu qui est qualifié d'hermaphrodite ou aussi intersexué. Donc, il présente bien sûr des caractéristiques qui sont à la fois féminines et masculines. Et donc, on a divisé l'intersexualité en deux grandes classes. Donc, l'hermaphrodisme ou l'intersexualité vraie ou glandulaire, mais aussi le pseudo-hermaphrodisme. Donc, ces anomalies peuvent résulter bien sûr de facteurs génétiques ou chromosomiques ou aussi une exposition anormale aux hormones pendant la différenciation sexuelle. Donc, cette affection reste très rare en élevage bovin. Et donc, avant de commencer, il est nécessaire de passer en revue un bref rappel physiologique concernant la différenciation sexuelle, bien sûr, pour mieux comprendre ces phénomènes. Donc, dans la différenciation sexuelle, le déterminisme du sexe est lié à la présence du gène SRY, qui est le Sex Determining Region of Y, qui est présent sur le chromosome Y, ou aussi le TDF, qui est le Testis Determining Factor, donc responsable bien sûr de la masculinisation, et du gène DSS, qui est le Dosage Sensitive Sex Reversal, sur le bras court du chromosome X, qui est bien sûr responsable de la féminisation. Et donc, chez le fœtus mâle, ce SRY va induire la synthèse d'une protéine qui est responsable de la différenciation de la gonade en testicules, mais aussi du développement des cellules de Sertoli et aussi les cellules de Leydig. Donc, on a les cellules de Sertoli vont synthétiser l'hormone MIS, qui est Mullerian Inhibiting Substance, et ou ce qu'on appelle aussi AMH, Anti-Mullerian Hormone. Et les cellules de Leydig vont à leur tour synthétiser des androgènes qui sont responsables de la poursuite du développement des canaux de Wolff. Il est aussi crucial de noter que le gène SRY, il a la capacité de réprimer uniquement une copie du gène DSS. Ainsi, s'il y a par exemple une anomalie génétique sur le chromosome Y, donc deux copies de ce gène peuvent être présentes chez un individu de type XY. Donc cela peut entraîner aussi une différenciation qui est incomplète de type mâle et donc des anomalies histologiques au niveau de la gonade qui peuvent bien sûr inclure la présence d'un tissu ovarien en plus du tissu testiculaire par exemple. Donc la différenciation femelle par contre implique la présence du gène implique l'absence de ce gène SRY qui est responsable de la masculinisation, mais surtout la présence de DSS responsable de la féminisation. Donc en l'absence de ce TDF, on observe une différenciation de la gonade primitive en ovaire bien sûr. En absence de sécrétion du MIS, qui est la substance inhibitrice des canaux de Müller, on assiste donc à un développement de ces canaux, tandis que les canaux de Wolff vont se présenter sous forme de vestiges, étant donné l'absence de testostérone. Donc, il faut aussi noter que chez la femelle, on a l'oviducte, l'utérus et le vagin qui sont dérivés des canaux de Müller, qu'on appelle aussi les conduits paramésonéphrotiques. Et les canaux de Wolff, comme je viens de le dire, ne sont que de simples vestiges qu'on appelle les canaux de Gartner et qui se trouvent au niveau du plancher vaginal. Donc, la présence chez un individu de dérivés plus ou moins développés à la fois des canaux de Wolff et des canaux de Müller définit l'hermaphrodisme. Donc on revient vers l'hermaphrodisme et on commence par la première classe qui est l'hermaphrodisme vrai, ou ce qu'on appelle aussi l'hermaphrodisme glandulaire, qui est caractérisé par la présence bien sûr chez un même individu de formation gonadique mâle et femelle, c'est-à-dire des gonades de deux sexes qui sont soit isolées, soit associées en une glande unique qu'on appelle l'ovotestis. Donc la répartition de ces tissus gonadiques
où la disposition de ces glandes elle est variable, et on assiste alors à 4 cas de figure. On a le premier cas, c'est le cas de disposition alternée, où on a un ovaire d'un côté et un testicule de l'autre côté. Alors que dans le cas d'une disposition bilatérale, donc on assiste à la présence d'un testicule et d'un ovaire qui sont distincts de chaque côté. Ensuite, on a la disposition unilatérale où on a 2 glandes qui sont un testicule et un ovaire d'un côté, mais de l'autre côté, on n'a qu'une seule glande, soit un testicule, soit un ovaire. Dans le cas d'ovotestis, donc c'est la présence de glandes mixtes d'un côté ou aussi des deux côtés. Donc c'est le cas de l'hermaphrodisme vrai ou l'hermaphrodisme glandulaire le plus fréquent. Donc on va parler un peu de cette ovotestis, donc qui est caractérisée par la présence de tissu testiculaire au centre, constitué d'un épithélium séminal qui est rudimentaire et un tissu ovarien périphérique qui va présenter une coque superficielle et un stroma conjonctif et fibreux contenant bien sûr des follicules primordiaux. Donc, dans le cas d'ovotestis, on a les oviductes qui sont absents et on a l'utérus et le vagin qui sont de petite taille mais qui sont presque normaux. Donc, le clitoris, dans ce cas, il est anormalement développé et d'une forme péniforme. Et de cette ovotestis, va se dégager un épididyme qui va se prolonger par un canal déférent parallèle aux cornes utérines et qui vont déboucher sur le plancher vaginal qui est normalement normal, donc près du méa urinaire. Donc l'animal est bien sûr dans ce cas, il est stérile. Donc par contre pour le pseudo-hermaphrodisme, donc c'est la présence de gonades d'un sexe qui est associé à un appareil génital qui correspond au sexe opposé. Donc on parle de pseudo-hermaphrodisme mâle quand les glandes sexuelles sont des testicules et de pseudo-hermaphrodisme femelle quand les glandes sexuelles ou les gonades sont des ovaires. Et en général, il s'agit bien sûr d'un hermaphrodisme mâle avec bien sûr présence de testicules et d'un vagin. Voici le cas de l'hermaphrodisme mâle, donc comme vous voyez dans l'image. Donc cet animal, il a la conformation d'un bœuf et le clitoris, il est développé et péniforme. Donc dans le cas de pseudo-hermaphrodisme mâle, comme vous voyez dans le schéma, donc on a présence des gonades mâles qui sont les testicules. Donc comme vous voyez, les testicules dans ce cas, ils ont une petite taille et leur position, elle est variable d'intra-abdominal à inguinal. Et on a aussi présence de vagin dans ce cas. Passons à l'hermaphrodisme femelle. Donc, on a la conformation de l'avant-train de l'animal. Dans ce cas, elle est typiquement féminine, alors que l'arrière-train va présenter des caractéristiques masculines. Dans ce cas, on a l'appareil génital interne de type féminin avec bien sûr un col de l'utérus qui est normal, un corps aussi qui va se diviser en 2 cornes qui sont courtes, et des oviductes qui sont liés à des gonades qui ressemblent bien sûr à des ovaires normaux et qui vont contenir différents follicules mais sans ovocytes. On a aussi présence de vestiges de l'appareil génital masculin, notamment un fourreau, un urètre pelvien et un muscle rétracteur du pénis. L'image représente une génisse pseudo-hermaphrodite femelle. Passons au free-martinisme, qui est une pathologie qui est pratiquement spécifique de l'espèce bovine, où bien sûr on a la quasi-totalité, donc entre 90 à 95% des velles qui sont nées cojumelles avec des veaux bien sûr mâles, présentent bien sûr une stérilité et une masculinisation de leur tractus génital. Pour l'étiologie, cette pathologie elle est liée à la présence d'anastomose vasculaire entre les placentas fœtaux et donc qui se manifeste bien sûr dès le 30e jour de gestation et qui va permettre le passage de sang d'un fœtus à l'autre, qui est bien sûr confirmé par l'existence de groupes sanguins identiques entre les deux jumeaux. Et donc, dans ce cadre, on a 2 théories principales qui ont été avancées pour expliquer, bien sûr, ces phénomènes. Donc, on a la première qui est la théorie hormonale de Lillard, qui propose que l'hormone mâle qui est sécrétée plus précocement que les hormones femelles vont imprégner l'organisme femelle et vont donc entraver le développement de canaux de Müller. Donc, ceci, c'est grâce bien sûr les hormones anti-müllériennes qui existent chez le mâle, notamment bien sûr le MIS.
Donc, entre le 50e au 80e jour de gestation, on trouve des canaux de Müller qui régressent, à présence avec bien sûr des concentrations qui sont élevées de ces hormones anti-müllériennes qui sont bien sûr sécrétées ou produites par le testicule du jumeau mâle. Et qui vont empêcher les formations des canaux de Müller qui vont bien sûr donner éventuellement des organes génitaux femelles. Sinon, on a la deuxième théorie, donc qui est la théorie chromosomique ou la théorie du chimérisme. Donc, cette théorie suggère que le transfert de cellules entre les jumeaux est également impliqué dans le frimartinisme. Donc, on a les formules chromosomiques des jumeaux qui sont identiques, avec bien sûr un pourcentage égal de cellules à chromosome XX et chromosome XY dans les divers tissus. Donc, pour les signes cliniques et la conformation des animaux frimartins, donc on a les frimartins peuvent présenter une variation dans leur apparence externe, allant d'une femelle qui est apparemment normale à un individu qui a l'aspect plus masculinisé ou aussi un aspect de castrat, avec bien sûr des organes génitaux qui présentent des caractéristiques telles que une vulve qui est déplacée ventralement et de petite taille, une glande mammaire qui est atrophiée, un clitoris qui est agrandi bien sûr, un clitoris qui est agrandi, voire même la présence d'un organe qui ressemble à un pénis au niveau du vestibule du vagin, qu'on appelle le pénis rudimentaire. On a aussi présence de gonades qui sont de très petite taille et donc qui ne montrent aucune structure ou formation ovarienne fonctionnelle bien sûr. Et ces ovaires, ils ressemblent plus à des testicules mais sans avoir une spermatogénèse. Donc ces femelles, ils ne manifestent pas de chaleur, même s'ils montent sur les vaches en chaleur, ils ne se laissent jamais monter. Voici bien sûr une image et un schéma d'un appareil génital d'une femelle frimartin. Et donc on a, comme on a dit, les gonades qui sont de très petite taille et bien sûr un clitoris qui est plus développé que la normale. Pour le diagnostic, donc il est établi au cours du premier mois, donc suivant la naissance, donc soit avec un spéculum vaginal, soit plus simplement avec un tube à prise de sang qu'on appelle le test du tube. Donc la méthode de ce test tube, elle est très facile. Donc elle consiste à introduire une tige qui fait 1 cm de diamètre et 15 à 20 cm de long dans le vagin de la génisse. Donc chez une génisse normale, donc la tige va pénétrer de 12 à 15 cm et permet bien sûr de sentir le col. Sinon, chez une génisse frimartin, donc la tige va buter dès 5 à 7 cm et le col n'est pas perceptible. Donc pour le traitement, il n'existe aucun traitement viable pour le frimartinisme et donc dès la naissance des jumeaux de sexe opposé, le diagnostic du frimartinisme doit être réalisé et donc généralement la femelle elle est réformée et dirigée vers l'abattage. Bien sûr, on conserve le mâle parce que normalement il est fertile. Pour les autres malformations congénitales qui existent, donc on les a divisées selon l'emplacement anatomique. Donc on va voir les malformations qui concernent les ovaires, mais aussi celles au niveau de l'utérus et aussi les malformations qui peuvent affecter le col, le vagin et la vulve aussi. Et on commence par les malformations des ovaires et on a dans la première image un schéma d'un cas de fusion ovarienne, donc, où l'ovaire va se présenter comme étant une forme de masse triangulaire de tissu ovarien qui est localisé normalement entre les trompes de Fallope. Donc le point le plus élevé de l'ovaire fusionné va se situer en fait près des extrémités proximales des cornes utérines. Aussi le fœtus qui est affecté aussi par cette condition peut présenter d'autres défauts, notamment un rein unique comme dans l'image, une hernie ombilicale ou aussi une atrésie de l'anus. Donc l'image montre en fait des ovaires fusionnés chez un fœtus bovin, bien sûr avec un rein gauche qui est unique et agrandi. Donc la deuxième image va représenter un cas d'ovaire surnuméraire, donc qui se manifeste par la présence de gonades supplémentaires qui est entièrement séparée à celle normalement placée.
Donc, on les appelle aussi des ovaires accessoires qui sont situés dans le ligament propre de l'ovaire normal et sont séparés par cet ovaire normal par un tissu conjonctif qui donne l'impression qu'il s'est développé à partir de l'ovaire normal. On a aussi présence de follicules primaires et des follicules en croissance au niveau de ces ovaires accessoires. Et l'image, bien sûr, montre un appareil génital avec la présence de 3 ovaires surnuméraires. Donc ensuite, pour ce qui est malformation de l'utérus, on a le premier cas, c'est l'absence de glandes endométriales. Donc l'absence de ces glandes endométriales va provoquer le manque de la production de prostaglandine et donc la persistance ou la rétention du corps jaune et donc un échec d'ostrus. Ensuite, on a le cas d'un utérus unicorne, donc qui se caractérise par une absence congénitale d'une corne utérine avec généralement présence d'une petite portion kystique crânienne de la corne. Donc cette condition peut entraîner un cas d'anostrus si on a l'ovulation et la formation du corps jaune qui se produit au niveau du côté où la corne est absente. Donc cependant, cela n'empêche jamais la gestation et donc on pourrait comme solution réaliser une ovariectomie unilatérale. Ensuite, et toujours pour les malformations congénitales au niveau de l'utérus, on a les vestiges du canal mésonéphrique qui s'observent fréquemment au niveau de l'utérus des vaches. Donc ces vestiges, ils sont caractérisés par un épithélium qui est cuboïdal et il est entouré par un muscle lisse. Avec l'âge, bien sûr, on note que ces kystes ont tendance à devenir, bien sûr, kystiques chez les vaches. Donc, on a ici l'image d'un large vestige du canal mésonéphrique qui se situe au niveau du ligament intercornual. Passons aux malformations du cervix. Donc, comme premier exemple, on a le défaut de développement du système du canal mésonéphrique aussi, qui est associé à l'infertilité. Et donc, on a un pli médian persistant, donc, qui est indiqué ici par ces 2 repères. Donc la deuxième malformation consiste à une absence de plis transversaux ou des anneaux annulaires au niveau du canal cervical. Donc ensuite on passe au vagin et donc le premier exemple c'est la présence de kystes de canaux de Gartner qui sont bien sûr des vestiges des canaux de Wolff, où on a des canaux de Gartner qui sont bien sûr plus élargis et qui forment une sorte de cordon distendu. Dans certains cas, une infection de ces canaux peut survenir et donc entraîner une formation de plusieurs abcès ou de calculs. Donc dans ce cas, ces kystes de canaux de Gartner sont souvent ignorés puisqu'ils n'affectent pas la fertilité. Le deuxième exemple, on est l'exemple d'un hymen imperforé ou persistant. Passons à la dernière partie qui est les malformations vulvaires. Et donc on note dans la première image présence d'un polype vulvaire et dans la deuxième image présence d'une double vulve. Donc fin de cette partie, je vous invite alors à répondre au QCM relatif au deuxième chapitre sur les anomalies congénitales.